Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Confidence de Pro. Aujourd'hui, comme sujet, la prospection et la prospection 2023, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est en fin d'année et c'est toujours le bon moment pour faire un petit feedback de ce qui s'est passé en 2022 et surtout, prévoir l'année à venir avec, vous savez, les fameuses bonnes résolutions. Alors, avant d'attaquer, j'aimerais bien qu'on fasse parce que vous me connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'aime bien les échanges, j'aime bien l'interaction. Euh, Comment ça se passe un petit peu sur le secteur? J'ai énormément d'agents au téléphone tous les jours, en fait. Hein. Et la majorité des professionnels s'accordent pour dire que c'est chaud, en fait. C'est chaud de rentrer du mandat. Est-ce que vous confirmez dans l'audience? Est-ce que c'est toujours chaud de rentrer du mandat? Est-ce que vous sentez vraiment cette rareté du mandat? Est-ce que vous sentez une rareté des acheteurs, comme on peut le voir aussi sur certains secteurs, des baisses de prix? Est-ce que vous sentez que le marché bouge? Est-ce que vous êtes sur une niche? Racontez-moi un petit peu parce que ça m'intéresse. Et justement, parce qu'en fonction de comment se passe le marché, on peut aussi associer des techniques de prospection adéquates en fonction de comment réagit votre marché aussi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une vision aussi de ce qui se passe sur votre secteur en termes de marché. Je vous souhaite un bon café. Alors, n'hésitez pas à me mettre aussi votre secteur hein, pour que je puisse m'orienter. Alors, c'est pas ouf, ok. Oui, complètement OK. Très compliqué depuis août. OK. Les propriétaires reportent la mise en vente. Tout à fait, Maria, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent un petit peu de manière générale, c'est-à-dire que beaucoup de vendeurs, de par le contexte économique, social, tout ce qu'on connaît, qu'on ne peut pas maîtriser, sont dans une situation d'anxiété et dans une situation effectivement de paralysie. On le sent hein, un petit peu de manière générale. Ce qui, voilà, l'être humain, en règle générale, quand il est paralysé, il est stressé et souvent, il y en a beaucoup qui bougent pas. Donc, c'est un peu le cas en ce moment. Donc, il y a beaucoup de vendeurs qui reportent leur projet tout simplement parce qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer l'année prochaine. Mais restons confiants quand même. Restons confiants quand même. L'immobilier est une passion française et depuis des décennies, vous savez que c'est bien de parler d'immobilier en France. Euh, les Français aiment l'immobilier. Les Français, on a une majorité de propriétaires en France. Euh, parce que toujours pareil d'ailleurs, c'est un peu contradictoire parce que les gens ont besoin d'avoir un toit sur la tête et puis on entend toujours j'achète pour ma retraite, etc. Donc l'immobilier est une passion française et l'histoire l'a montré parce que rappelez-vous la crise des subprimes en 2007-2008, euh, c'était le bazar partout et en France, alors effectivement, ça a été le bazar et une chute des transactions, je crois qu'on était tombé à 400 000, un truc comme ça. Mais l'année d'après, c'est reparti tout de suite. Il y a eu un engouement, les pouvoirs publics ont fait aussi que ça puisse repartir. Donc on voit bien qu'en France, on a cette capacité à rebondir. Donc c'est vrai qu'en ce moment, en termes de contexte, on est un peu dans le creux de la vague, mais on arrive à tirer son épingle du jeu, qu'on fait preuve de professionnalisme et qu'en plus, voilà, on travaille avec intelligence et avec stratégie, eh bien, et qui plus est, quand on associe bon, voilà, des commissions très intéressantes, notamment le 100%, eh bien, on arrive à se mettre un matelas de sécurité, on arrive à se faire de la trésorerie et on arrive à tirer son épingle du jeu. Je suis de ceux qui pensent que les bons, ceux qui travaillent avec stratégie et méthodologie, s'en sortiront toujours. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs en termes de prospection. Donc oui, les propriétaires reportent la mise en vente, ça c'est sûr, pas il y en a beaucoup du moins. Moi, je constate une concurrence de plus en plus agressive, tout à fait. Bah, ça rejoint ça, hein, vu qu'il y a une rareté des biens, bah, forcément, ça s'en ressent sur les professionnels qui bah, flippent de plus en plus. Donc, du coup, bah, il faut s'attendre à de plus en plus on va dire, de coups un peu en dessous de la ceinture et d'agressivité auprès de la concurrence. Ça, c'est sûr que ça va arriver aussi. Très compliqué, ok. Vallée de la Vésubie. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. On remarque une stagnation des annonces chez tout le monde, tout à fait. Ça va avec. Les acquéreurs sont aussi stressés. Et oui, c'est vrai qu'on ressent effectivement un stress auprès des vendeurs, mais aussi de la part des acheteurs, puisqu'il y a aussi des phénomènes bancaires qui font qu'il y a de plus en plus de refus de prêts. C'est vrai aussi. Les banques demandent de plus en plus d'apports, le taux d'usure, tout ça, font que effectivement, c'est moins facile que ces derniers temps, effectivement,
pour emprunter de l'argent. C'est vrai aussi, on voit des refus absolument invraisemblables. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Alors, un refus, j'attire votre attention, bon, ça je pense que la plupart vous le savez, ceux qui ont de l'expérience, j'attire sur votre attention que quand une banque fait un refus, alors pour cette banque c'est souvent définitif, mais ça ne veut pas forcément dire que l'acheteur n'aura pas son prêt, puisqu'on peut toujours avoir la possibilité dans un second temps de s'en remettre à un courtier qui va aller démarcher d'autres banques, et en fonction du profit de votre acheteur, ce courtier va pouvoir quand même vous aider. Je ne compte pas, on ne compte pas d'ailleurs les innombrables ventes qu'on a faites, alors que les acheteurs ont eu un, voire deux, même plus. J'ai déjà eu 4 ou 5 refus de prêt, le 6e est passé. Alors la transaction a mis un an à se faire, mais dans les cas extrêmes, ça arrive. Donc un refus de prêt, ce n'est pas perdu. 2 refus de prêt, ce n'est pas perdu non plus. 3, bon, ça commence à sentir le sapin. Mais au 4e, ça peut quand même passer. Donc, quand on fait, on le sait, hein, notre métier, c'est aussi la persévérance. Quand on accompagne les protagonistes autour de la vente, dont l'acheteur, et notamment, surtout en ce moment, en termes de financement, le courtier, un bon courtier, attention, hein, parce que vous savez, le courtage, vous savez que c'est pas vraiment réglementé et qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc, un bon courtier peut vraiment vous sortir des dossiers inespérés. Ça arrive. Donc, ne désespérons pas suite à 1 ou 2 refus de prêt. Il faut s'accrocher. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur le marché. Donc, aujourd'hui, on va parler de prospection. Donc, on va parler... on va scinder un petit peu la réunion en 3 parties. On va parler des techniques ancestrales qu'on va faire avec stratégie, un petit peu aussi des notions de base de la prospection, les objectifs primaires, secondaires, pourquoi ça sert de prospecter. On va parler stratégie dans un premier temps. Dans un second temps, on va énumérer l'intégralité des techniques de prospection que l'on connaît déjà et des nouvelles. Et on va essayer de chercher les techniques de prospection les plus novatrices. Il y a un livre qui est fantastique, qui a été rédigé par Seth Godin, qui s'appelle « La vache pourpre ». Et aujourd'hui, j'en reviens à ce qu'il disait tout à l'heure dans le chat, c'est que la concurrence est de plus en plus rude, on le sait, surtout de la part de certains réseaux qui recrutent n'importe comment, peu importe. Donc, le bouquin, il a été rédigé sur une théorie. La vache pourpre, il s'appelle le livre. Vous passez devant un troupeau de vaches, vous voyez 100 vaches, ou 200 vaches, 200 vaches. Elles sont toutes noires et blanches. Il n'y en a aucune qui se démarque. Donc, bah voilà, tout le monde est pareil. En revanche, vous passez devant le même troupeau de vaches, vous mettez une vache pourpre. Vous voyez quelle? Et tout le bouquin repose sur ça. C'est fantastique. Parce qu'en fait, ce bouquin apprend vraiment à chercher des techniques de prospection et de marketing des plus créatives pour se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la concurrence est rude. Bon, une bonne partie de la profession ne fait pas vraiment d'efforts en termes justement de vache pourpre. On va employer un terme, la vache pourpre, à chaque fois qu'on va définir des techniques un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui vous aideront à vous démarquer. Donc là, on voit rarement de vache pourpre. Et de ce fait, voilà, quand vous allez mettre, je vais vous donner un exemple concret, quand vous allez mettre un 8e flyer du mois dans une boîte aux lettres sans message particulier qui va se démarquer, eh bien, autant vous dire que dans 99% des cas, ça sera du classement vertical. Donc ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on ne va pas voir mettre un flyer dans une boîte aux lettres. Ce n'est pas ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on peut voir mettre un flyer dans une boîte aux lettres avec stratégie, là oui, mais on ne va pas s'arrêter à mettre un flyer dans une boîte aux lettres, parce que autant rester chez toi et aller regarder la télé. Ou alors ça vous servira à faire du sport. Voilà. On va dire que ça va s'arrêter là. Si on peut, j'allais revenir effectivement, Frédéric, si on peut accéder à la boîte aux lettres. Parce que le législateur en 2022 a durci les sanctions en termes de prospection. C'est-à-dire qu'ils ont alourdi les sanctions pour les stop pubs. Et dans certaines communes, alors je vais en pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez taper dans Google très facilement communes soumises au dispositif WePub. Vous avez des communes où s'il n'y a pas un WePub sur une boîte aux lettres, vous ne pouvez pas mettre de flyers. En gros, même s'il n'y a rien sur la boîte aux lettres et qu'il n'y a pas le WePub, dans la commune concernée, ou même c'est parfois même des EPCI, des communautés de communes, vous ne pouvez pas boîter.
Donc, le législateur a mis des bâtons dans les roues. On ne peut plus non plus mettre de support sur les pare-brises. C'est interdit aussi. Donc, effectivement, on est un peu bridé. Donc, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir pour tout simplement tirer notre épingle du jeu en termes de stratégie. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut retenir en termes de prospection immobilière, c'est que notre métier, qui est avant tout un métier de commercial, notre métier est fait de prospection. Voilà. Nous sommes fabriqués de prospection. Le mandataire immobilier est fabriqué de prospection. Sans prospection, on ne fera pas de chiffre d'affaires. Tout est bon pour prospecter. La moindre action, le moindre doigt que vous allez lever, déjà est bon pour prospecter. La moindre personne que vous allez croiser dans la rue, le moindre contact, la moindre possibilité de faire du relationnel, c'est de la prospection. Ça, c'est important. Le moindre contact. Donc, tout est bon pour prospecter, en fait. Notre agenda est fait de prospection. Ça, c'est la base. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez justement rentrer dans le dur, faire vraiment de la prospection, réaliser votre prospection, un petit conseil, c'est de la planifier, surtout pour les débutants. Parce que la prospection, notamment la prospection physique, eh bien, je ne connais pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Donc, c'est pourquoi il faut la planifier. Parce que si on ne la planifie pas, on ne la fait pas. On ne la fait pas. On ne la fait pas parce que c'est chiant, on ne va pas se mentir. La prospection physique, c'est chiant. Et puis, ça peut aussi renvoyer à certaines croyances limitantes du style « on va se faire jeter ». Il y en a qui n'osent pas faire de prospection physique parce qu'ils ont peur du rejet. Donc, il faut un petit peu se prendre par la main, travailler sur ces croyances limitantes, travailler sur l'estime de soi et se dire que ça fait partie du job. Et que si on ne le fait pas, les mandats, surtout en ce moment d'ailleurs, ne tomberont pas du ciel. Donc, tout est bon pour se prospecter et il faut la planifier. Et ça, je ne sais pas s'il y a des débutants dans l'assemblée, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut la planifier. Parce que sinon, on se trouve n'importe où, au même titre que la pige, par exemple. Si on ne la planifie pas, on ne la fait pas. L'objectif, il y a deux objectifs, on va dire, généraux dans la prospection. Il y a des objectifs primaires et les objectifs secondaires. Les objectifs primaires, il y en a principalement un. À votre avis, c'est quoi? Quand vous vous dites, allez, aujourd'hui, bon, ou même tous les jours d'ailleurs, je prospecte. C'est quoi le but de prospecter? Quel est votre objectif en prospection? En fait, il y en a principalement un, on peut dire. On peut dire qu'il y a un objectif primaire et plein d'objectifs secondaires. Alors, se faire connaître, être connu, se faire connaître, être reconnu, obtenir un rendez-vous, être connu et reconnu, se faire connaître et obtenir des infos. Ah, ça, je suis super intéressé par la dernière. Alors, je suis intéressé par tout ce que vous avez dit, bien sûr, parce que vous avez tous raison, bien entendu, mais on va mettre les choses dans l'ordre. Effectivement, le principal objectif de la prospection, c'est effectivement de collecter des informations. C'est tout. C'est facile. L'objectif de la prospection, c'est de collecter des informations, de se transformer en fait en détective, dans le but d'obtenir des leads. Voilà. Ceux qui ont fait les coachings en pige avec moi, vous savez très bien que c'est pareil, j'ai le même discours en pige. En pige, ça ne sert pas, la pige ne sert pas à avoir un mandat, ça ne sert pas à se vendre, ça sert juste à avoir un rendez-vous. Point. Et après, dans le but d'un rendez-vous vendeur. La prospection, c'est pareil. La prospection, ça ne sert pas à faire un mandat. Ça ne sert pas à faire... Alors oui, dans un second temps, oui. Mais ça ne sert pas parce que vous pouvez tomber dans un cas de figure, par exemple, où vous avez planifié dans votre agenda 2 heures de prospection. Allez, aujourd'hui, je pars faire 2 heures de prospection physique. Je vais à la rencontre de mon secteur en vue de glaner des informations. Et ce qui risque de vous arriver, c'est que vous allez sonner à une porte, la personne va vous recevoir et va vous inviter chez elle. Là, vous avez dévié de votre objectif. Vous avez dévié de votre objectif.
Parce que, alors vous pouvez rentrer chez elle 5 minutes, pourquoi pas. Mais si elle vous fait rentrer chez elle, c'est qu'elle est intéressée et que si elle est intéressée, eh ben, elle va vous parler. Et si elle va vous parler, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps sur votre prospection. Et là, vous avez planifié 2 heures de prospection. Vous n'avez pas planifié 2 heures de rendez-vous vendeur. D'accord? Donc la personne, même si elle est vendeur à l'instant T, ce qui constituerait un énorme coup de bol, donc la plupart du temps, elle ne sera pas vendeur. Elle sera parce qu'elle a envie de parler ou parce qu'elle a envie de savoir combien vaut sa maison. Ce n'est pas le moment de rentrer chez la personne. C'est le moment, effectivement, de prendre ces informations et éventuellement de refixer un rendez-vous vendeur. Là, oui. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez rester chez la personne pendant 3 quarts d'heure. Elle va vous raconter toute sa vie. Vous allez tout savoir sur le bien. Elle sera peut-être vendeuse, mais peut-être pas, cette personne. Même si elle était vendeuse, il n'y aurait peut-être pas tous les décisionnaires pour mettre le bien à la vente, si c'est une indivision, par exemple. Donc, vous allez perdre du temps. Et pendant ce temps-là, vous allez peut-être perdre d'autres informations. Donc, c'est pourquoi il faut ne pas dévier de son objectif de prospection, qui est la recherche d'informations et de leads. Donc, on revient devant la porte de cette personne qui vous dit « Ok, rentrez, ma maison est à vendre. Allez, soyons fous, ma maison est à vendre. » Ce qui va vous arriver une fois sur 2000. Eh bien, c'est très intéressant. Votre maison est à vendre. Alors, par sympathie et courtoisie, vous acceptez. Mais par contre, l'objectif dans votre tête, c'est de rester grand max un quart d'heure. Parce que vous savez que sinon, vous allez augmenter vraiment vos chances de perdre votre temps. Donc, évidemment, on va aller dans son sens, on va rentrer chez elle pour lui offrir un peu de reconnaissance. On va prendre toutes les informations qu'il vaut, mais on se casse rapidement. Et on prévoit un rendez-vous en vue d'un rendez-vous vendeur. Mais pas au moment où vous avez prévu la prospection. C'est parce que vous augmentez vraiment vos chances de perte de temps. D'accord. Donc ça, c'est important parce qu'on est tous tombés dans le piège, moi le premier. Ça m'est déjà arrivé plein de fois effectivement de me retrouver chez un vendeur et pendant 3 quarts d'heure, oh, prenez le café, prenez les biscuits, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, mais je suis resté 1h30 chez la personne pour rien, en fait, et j'ai jamais eu de mandat. Et c'est arrivé plein de fois, et ça arrive à tous les professionnels. Et tout ça parce que dans ma tête, tout simplement, j'ai dévié mon objectif qui était de collecter des leads. Donc, prospection, que ce soit n'importe quel type de prospection, c'est la collecte de leads en vue de générer des mandats. En vue de traiter ces leads et en vue peut-être de collecter des mandats, bien sûr. Et enfin, vous générez du chiffre d'affaires. Peut-être, si vous vendez. Il y a aussi des buts secondaires. La prospection sert aussi à surveiller l'évolution de son marché. Bien sûr, vous allez accroître votre notoriété, vous allez accroître votre relationnel proche, vous allez éventuellement vous apporter des apporteurs d'affaires. Donc, ça sert aussi à tout ça, la prospection. L'objectif primaire qui va être de collecter des leads, principalement vendeurs, avec toute une série d'objectifs secondaires qui va être effectivement d'accroître son réseau et son relationnel, surtout en ce moment où c'est important, où il n'y a pas foule, même à la pige. Voilà un petit peu l'objectif principal. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que sinon, on a beau partir avec les techniques, si on n'a pas cette notion de base stratégique, finalement, et d'objectif, de planification et de lead, on ne va pas l'optimiser, cette prospection. Or, on le sait, la prospection, c'est extrêmement chronophage. Alors déjà qu'on a beaucoup de choses à faire, si en plus on manque de stratégie, eh bien on perd du temps. Et si on perd du temps, ça entraîne de la fatigue, de l'épuisement, etc., etc. Donc attention effectivement à ça. J'ai vu qu'autre chose intéressante également, il y en a plusieurs qui l'ont dit, il y a un adage et qu'on va voir aujourd'hui qui va être un peu le fil conducteur du coaching aujourd'hui, c'est que sur votre secteur, alors évidemment ça ne va pas arriver du jour au lendemain, surtout s'il y a des débutants, mais votre objectif sur votre secteur, sur votre zone de chalandise, c'est d'être vu, connu, reconnu et incontournable. Allez, si vous travaillez bien, vous pouvez devenir incontournable sur votre secteur en, on va dire, 2 ans et demi. C'est possible. Avant, c'est un peu, vraiment, il va falloir travailler jour et nuit. Mais si vraiment vous travaillez avec stratégie, ce qu'on va voir aujourd'hui justement, ça peut le faire en 2 ans et demi. Mais pour ça, justement, il va falloir travailler avec stratégie en termes
zone de chalandise. Ça, j'en ai parlé plein de fois, mais c'est ultra, ultra important. Il y a aussi beaucoup d'agents qui échouent à cause de ça, pour des problèmes de stratégie en termes de zone de chalandise. Alors, je vais vous partager mon écran et on va faire un petit croquis pour ça. Quand je vous parle de zone de chalandise, quand je vous parle de secteur, parce que la zone de chalandise, c'est votre secteur en fait, c'est votre terrain de chasse de prospection. Toute technique de prospection confondue, que ce soit le dur ou le digital. C'est votre terrain de jeu, votre zone de chalandise. Et dans cette zone de chalandise, vous avez une zone primaire, une zone secondaire et une zone tertiaire. Je vais vous mettre un petit croquis après à l'écran. À votre avis, pour vous, en attendant que je prépare le schéma, vous devriez, un mandataire immobilier, ou un agent immobilier, c'est pareil d'ailleurs, un agent immobilier ou un mandataire, il doit travailler sur un rayon de combien à peu près, pour à peu près combien d'habitants, en termes de terrain de jeu, à votre avis? Alors, en moyenne, parce qu'effectivement, on va avoir des disparités entre l'urbanisme, enfin, entre les grosses villes et la ruralité. Mais on va quand même dégager des moyennes. Après, c'est évidemment à adapter en fonction des secteurs, puisque chaque secteur est différent. Alors, je vais mettre le chat, du coup, parce que là, le chat, je ne le vois plus. Voilà. Tac. Ah, vous n'avez pas d'idée? Alors, vous travaillez sur une zone de chalandise de combien à peu près? Est-ce que même vous en avez une idée? Parce que c'est effrayant le nombre d'agents qui n'ont aucune idée, finalement, du nombre d'habitants avec lesquels ils travaillent et du nombre de boîtes aux lettres. C'est assez effrayant d'ailleurs. Parce qu'en fait, là, on parle finalement un peu d'études de marché, en réalité. Normalement, toute entreprise qui se lance doit faire une étude de marché. On va dire, bon, là, c'est vraiment une étude allégée. Là, on parle d'études de marché en termes de zone de chalandise, de densité de population et de confrères. Voilà. Donc ça, si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, c'est assez grave, parce que du coup, on s'en remet à la chance, en fait. On s'en remet à la chance, ni plus ni moins. Alors, tac, tac, 3000 boîtes aux lettres, 3000 boîtes aux lettres pour un milieu rural, tac, 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 30 000 habitants, 3000 boîtes aux lettres, maxi 1000. OK. 5 km de rayon autour de notre agence, environ 7000 boîtes aux lettres. D'accord? C'est pas mal. C'est à peu près ça, effectivement. En théorie. La théorie dit, ça ne reste qu'une théorie, mais évidemment, vous savez qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours des écarts. Donc, c'est adapté en fonction de vos secteurs. Mais effectivement, la théorie dit que pour qu'un professionnel de l'immobilier puisse s'épanouir de manière pérenne, en comptant les confrères, vous devez, on va dire, travailler sur une zone d'environ 10-12 000 habitants pour 3-4 000 boîtes aux lettres. C'est effectivement la théorie. Après, on va devoir l'adapter en fonction des secteurs. En réalité, eh bien, ça peut être... non, en fait, en réalité, ça va rester pareil. C'est juste le rayon qui risque de changer parce qu'en réalité, si c'est très rural, c'est souvent des pâtés de maison, les biens ne sont pas concentrés, donc on va travailler sur un rayon un peu plus large. En ville, vous pouvez faire un rayon de 5 km et vous êtes large. Mais attention, parce qu'en ville, vous avez aussi plus de concurrents. Donc généralement, on est obligé en fait, d'élargir ce cercle quand même, parce que si par exemple, dans votre zone de chalandise de 5 km, vous avez 20 000 boîtes aux lettres, mais qu'à l'intérieur de ces 5 km, vous avez 8 confrères. Et bien là, du coup, vous n'avez plus votre ratio. Si vous divisez, vous en avez incroyablement moins. Donc, il va falloir augmenter le rayon pour pouvoir justement atteindre ce ratio, en fait. Mais là où ça se complique, c'est que quand vous allez augmenter le rayon, il y a d'autres confrères qui vont se rajouter. Donc, il va falloir encore l'élargir.
C'est pour ça qu'en ville, c'est pas si simple, en fait. Et c'est pour ça qu'en ville, très souvent, les agences, surtout en ce moment d'ailleurs, n'ont pas beaucoup de mandats. Parce que souvent, ça vient du fait que la zone de chalandise est trop restreinte, parce qu'il y a trop de concurrents au sein même de la zone de chalandise. Donc, il n'y a pas assez d'habitants pour pouvoir travailler de manière pérenne. Il y en a même plein qui ont 0 mandat et qui travaillent en mandat de recherche, parce que tout simplement, il n'y a rien qui rentre, en fait. Et il y en a beaucoup. Donc, surtout à Bordeaux, dans ces grandes villes. Donc, c'est pour ça que la stratégie de la zone de chalandise, ça ne sert à rien de parler des techniques de prospection, vraiment des techniques que vous connaissez tous, si, stratégiquement parlant, vous n'avez pas défini votre terrain de chasse. Parce que vous allez taper à l'aveuglette et vous allez perdre du temps, ni plus ni moins, enfin beaucoup. Alors, je vais vous donner un petit conseil terrain pour vous aider à ça. Donc, bien sûr, les outils que vous allez pouvoir utiliser, ça va être tout ce qui va être le cadastre. Vous allez pouvoir utiliser tous les sites de vos confrères pour savoir qui c'est qu'il y a sur votre zone de chalandise. Google, bien entendu. Vous allez pouvoir utiliser également des meilleurs agents qui recensent ici pas mal de professionnels. Vous allez pouvoir utiliser Wikipédia, qui va vous donner votre densité de population. Voilà, vous avez plein d'outils pour vous aider à fixer votre zone de chalandise. Une fois que vous avez à peu près fixé votre zone, donc il va falloir trouver un équilibre entre vous obtenir rien qu'à vous tout seul, en comptant vos confrères, ce ratio de 10-12 000 boîtes aux lettres, pour pouvoir avoir potentiellement assez d'habitants et de mandats. Eh bien, maintenant, vous allez devoir travailler ce secteur. Pour ça, je vous encourage à imprimer votre secteur. Alors, l'idéal, c'est de l'imprimer sous forme de parcelle cadastrale. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez, et l'idéal, c'est vraiment en grand format, quoi. Comme ça vous fait une bonne carte de votre secteur. Vous allez sur le site de la mairie, vous téléchargez le PLU, par exemple, et vous placardez ça sur votre mur. Et maintenant, je vais vous faire un petit dessin. Donc, on va dire que... Bon, je vais faire un petit dessin comme ça. Voilà, on va dire que c'est votre secteur. D'accord? Donc là, vous avez défini votre secteur. Donc, vous avez défini, on va dire, 12 000 habitants pour, allez, on va dire, 3 500 boîtes aux lettres, à peu près. On est dans à peu près. Hein. Alors, milieu rural pour nous, trottinette, très bien, trottinette électrique, excellent ça. Pour les pâtés de maison et vélo pour les maisons isolées où personne ne va. Excellent. Trottinette, Olivier Angélique, vous mettez où vos prospectus? Dans un sac à dos sûrement. Votre agence, ou votre domicile, on va dire qu'il est là. Alors là, j'ai pris vraiment un exemple simple, hein, parce qu'il se peut, par exemple, que votre secteur soit coupé là et que vous allez là-bas, par exemple. Hein. Donc, c'est pareil. Après, c'est adapté en fonction des secteurs. Donc, vous avez défini un rayon. Vous avez défini un rayon, on va dire, à votre avis, tiens. C'est quoi un rayon correct? Alors, un rayon correct en ruralité ne sera pas le même qu'un rayon en ville, évidemment. Puisqu'en ville, on peut être entre 5 et, par exemple, 15 km. C'est tout à fait possible. Et là, normalement, vous avez de quoi faire. Mais ça peut être plus. Alors, pour le nombre d'habitants dans le rayon, il faut aller regarder sur Wikipédia, il y a tout ce qu'il faut. Wikipédia ou les services de la commune. Hein. À l'urbanisme, ils savent tout. Hein. Et en ruralité, vous allez pouvoir travailler sur un rayon qui peut aller, on va dire de chez vous, on va dire, je mets de 0 à, mais évidemment, ce n'est pas 0, donc autour de chez vous, à, on va dire, les 40. C'est déjà beaucoup. Parce que dites-vous qu'il y a 40 bornes comme ça, mais il y a aussi 40 bornes comme ça. Ce qui fait que si aujourd'hui, vous allez rentrer un mandat ici et que, je ne
je sais pas moi, à 8 h ou 9 h ici, et que l'après-midi, vous devez aller là, vous travaillez déjà sur un énorme secteur. Alors, dans les cas extrêmes, pourquoi pas? Mais c'est déjà quasiment trop. Parce que vous allez vous taper de chez vous 40 bornes pour aller ici, 80 bornes pour aller là, et encore 40 bornes pour retourner chez vous. Donc, pas bon. Trop de temps sur la route, trop de fatigue. Ça, c'est pas de la stratégie, c'est de l'erreur. Et on va détailler après pourquoi. Donc, c'est pour ça que sa zone de chalandise, c'est très important. C'est très important pour justement le secret. C'est pour ça que je vous encourage à afficher les éléments sur le mur, parce que ce secteur, en termes de prospection, vous allez le diviser en 4. Comme ça. Voilà. Vous allez le diviser en 4. Et en termes de prospection, vous devez passer sur chaque secteur. Alors, vous pouvez les numéroter, par exemple, 1, 2, 3, 4. Et pour qu'une prospection physique soit efficace, vous devez passer sur chaque, on va appeler ça des cantons, vous devez passer 4 fois par an sur chaque canton. C'est-à-dire que vous devez avoir scindé l'intégralité de votre secteur, donc de votre zone de chalandise, 4 fois par an. Si vous le faites moins, eh bien, alors 3, on va dire c'est le dernier quart, mais 4 fois, c'est vraiment bien. 3 fois, ça passe, 2 fois, c'est pas assez. Une fois, j'en parle même pas, autant aller regarder la télé ou aller faire du sport. Donc, 4 fois par an. Et pour ça, on commence à comprendre pourquoi il faut travailler sur un secteur où il y a potentiellement assez de boîtes aux lettres pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais pas trop, pour qu'on puisse passer 4 fois sur ce secteur. Et là, en l'occurrence, en réalité, on a pris un secteur d'un diamètre de 80 bornes, ce qui est déjà beaucoup. Ça sera déjà dur. Cette zone de chalandise, vous pouvez l'imprimer, l'afficher au mur. Et là, si on pousse le vis un peu plus loin, vous avez chaque parcelle cadastrale. Vous pouvez même mettre, par exemple, une punaise ou un point, ce que vous voulez, sur chaque parcelle cadastrale que vous avez réussi à avoir un contact. Et tant que vous n'avez pas, on va dire, par an, hein, on va dire une fois par an, tout mis des punaises sur l'intégralité des parcelles cadastrales, eh bien, il faut y repasser. Ça peut être un objectif, ça peut être une stratégie, mais minimum 4 fois. Sinon, ce n'est pas assez, enfin, ou 3 fois minimum, d'accord? Moi, c'est ce que je faisais. Hein. Moi, j'avais un mur entier de parcelles cadastrales, et mon objectif annuel en termes de zone de chalandise, c'était qu'il y avait une punaise sur l'intégralité des parcelles cadastrales de ma zone de chalandise. Sinon, je n'avais pas rempli mon objectif. Autant vous dire que j'étais incontournable sur mon secteur. Je vais vous donner des exemples. Donc ça, c'est super important en termes de stratégie. Alors, maintenant, je vais en revenir à la notion de pourquoi il ne faut pas s'éparpiller. L'immobilier, du moins à notre échelle, c'est du local. C'est du local, parce que vous ne pouvez pas rentrer des mandats perpètes. Encore une fois, vous êtes seul ou en duo à la limite. Donc, c'est trop pour les mandataires. Mais même pour une agence. Une agence, enfin, sauf des rares biens du prestige ou des biens particuliers, en règle générale, une agence immobilière, c'est une activité de proximité. On connaît tous l'adage qu'un bon agent immobilier doit savoir ce qui se passe derrière la porte. Et là, j'en reviens aux punaises des parcelles cadastrales. Un bon agent immobilier doit savoir ce qui se passe derrière la porte de toutes les baraques de sa zone de chalandise. Ça, c'est un bon adage aussi. C'est un bon objectif. Et pour ça, il faut aller à la rencontre du marché. Alors, pourquoi il ne faut pas s'éparpiller? C'est très simple. Alors, on va faire un autre dessin. Donc, on reprend votre zone de chalandise.
Hop. Donc, je vais en faire une un peu plus petite. Je vais en faire une. Tiens, je vais la mettre en verte. Allez, on reprend votre zone de chalandise. Je la fais un peu plus petite pour bien comprendre. Pareil, votre point de vente ici, à votre domicile ou votre agence. Et là, vous allez rentrer du mandat. Alors, vous allez rentrer du mandat. On s'en fout là pour l'instant on s'en fout de savoir comment on le rentre. Là, ce qu'on veut, c'est rentrer du mandat. Donc, on rentre là, on va en rentrer un là. Alors, je vais mettre en vert. Alors, on va en rentrer là, 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 par exemple. On va en rentrer un là, là, là. On va rentrer un peu partout. Voilà, on rentre du mandat, on est content. Tac. Voilà. Sachant que votre point de vente ici, il est là. Donc, là, vous avez votre zone de chalandise qui est en vert. D'accord, le truc noir, là, vous faites comme s'il n'était pas. Donc là, j'ai mis des points en vert et des points en rouge. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi j'ai mis des points en rouge et des points en vert? Exclusivité? Non. C'est pour définir la zone prioritaire. Ouais, ça commence à être intéressant. En vert dans la zone de chalandise et en rouge hors zone. Exactement. Vert, c'est la priorité. Oui aussi, c'est vrai. Effectivement. En fait, en gros, les verts, c'est les mandats que vous devez rentrer. Et les rouges, ce sont les mandats. Sauf cas particulier que vous ne devez pas rentrer. Et j'insiste sur vous ne devez pas les rentrer. Encore une fois, l'immobilier, c'est du local. C'est de la proximité. Vous avez une zone de chalandise qu'on a préalablement définie, on l'a vu. Pourquoi aller rentrer des mandats? Et je vais vous donner une liste d'arguments qui vont dans le sens où il ne faut pas les rentrer. Pourquoi aller rentrer des mandats hors zone? Exactement, Denis. Sachant que sur votre zone, il se passe des choses. C'est une perte de temps dans la majorité des cas. Pourquoi? Alors, déjà, on le sait, un acheteur, quand il sort, on ne le sort jamais pour un bien, c'est rare, on va le sortir pour plusieurs biens. On va généralement lui en présenter 3 ou 4, si on peut. D'où l'importance de travailler en intercabinet. Au sein d'Expertimo, on travaille souvent en intercabinet. Et on l'encourage d'ailleurs, parce que l'intercabinet, c'est vraiment une optimisation du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il faut rester sur sa zone. Premièrement, pendant que vous êtes ailleurs, il se passe des choses sur votre secteur. Donc, vous ne travaillez pas votre secteur. Premièrement, première perte de temps. Deuxièmement, l'acheteur, effectivement, il sort pour plusieurs biens. Donc, ça veut dire que si vous avez un acheteur qui vous appelle pour ce bien-là, là, vous avez peut-être ce bien-là qui est comparable. Déjà en termes de zone, peut-être celui-là, ou peut-être un autre là. Donc, vous allez le sortir pour des comparables. Vous allez donc optimiser la vente, ou le fait d'avoir une offre plutôt. Attendez, je fais rentrer 2 personnes. Voilà. Excusez-moi. Donc, on le sait, les acheteurs, ils aiment acheter, ils aiment comparer. Alors, n'hésitez pas à solliciter des confrères aussi pour avoir encore plus de comparables. Donc ça, c'est la première raison. Le deuxième cas de figure, vous avez un acheteur qui vous appelle pour ce bien-là. Alors, expliquez-moi, à part votre professionnalisme et votre devoir de conseil, finalement, qu'est-ce que vous allez offrir de plus qu'un particulier pour ce bien, en fait? Vous n'avez pas de comparable, c'est pas possible, c'est trop loin de chez vous, à moins d'un coup de bol. Donc, vous allez le sortir juste pour un bien, c'est-à-dire que vous n'optimisez pas les chances d'avoir une offre. Deuxièmement, ici, là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un confrère ici, là, ou même là. Et ce confrère, il a sûrement des biens comparables autour. Donc, suffit qu'un acheteur l'appelle pour ce bien-là, un autre bien, et lui, il va le faire visiter s'il a un mandat simple, si vous êtes un mandat simple. Donc, lui a plus de chances que vous de le vendre.
Donc, vous ne mettez pas les chiffres de votre côté. Déjà en termes de vente, d'avoir une offre, et en plus, en termes de temps. Je vous rappelle que vous avez de la route à faire aussi. Donc, ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer ce bien-là. Vous allez vous épuiser sur le terrain, vous allez perdre du temps, vous allez juste faire une annonce. Effectivement, vous allez faire un petit peu plus de visibilité que l'acheteur, que le vendeur, parce que vous allez partager sur d'autres portails. Mais on s'en remet à la chance, on ne s'en remet pas à une stratégie. Parce que là, pendant que vous êtes ici, là, en train de faire visiter ce bien-là, il se passe des choses sur notre secteur. Il y a des choses qui se passent beaucoup plus proches de chez vous. Donc, c'est pour ça que l'immobilier, c'est local. C'est pour ça pour bien travailler un secteur, sauf cas vraiment particulier, ne rentrez pas des biens hors zone. Et je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, c'était une excellente réponse. Vous travaillez en délégation de mandat. Au sein d'Expert Immo, il y en a plein. Vous appelez un confrère d'Expert Immo, de votre secteur ou de votre réseau, et vous proposez un arrangement. Et là, c'est intéressant, parce que vous allez juste filer un tuyau, vous allez peut-être prendre 25% ou plus, c'est votre confrère qui fait le job, et vous allez vous allez avoir 25%, et pendant ces 25% qui vont tomber sans rien faire quasiment, vous allez en même temps travailler votre zone de chalandise. Donc c'est pour ça que les biens hors zone, je vous conseille fortement de les travailler en intercabinet. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Quand c'est la recommandation, c'est difficile de dire non. Alors, oui, Maria, effectivement, quand c'est la recommandation, c'est à toi de mettre le curseur. C'est à toi de mettre le curseur et on va dire d'avoir la limite. Mais même en recommandation, il faut savoir dire non. Encore une fois, c'est ton business. Hein, et tu n'as pas de temps à perdre. Tu es une chef d'entreprise. Et savoir dire non, c'est une preuve de professionnalisme. Par contre, savoir dire non, mais refiler le bébé à un confrère, à la limite, y aller avec lui le jour du rendez-vous vendeur, parce que tu ne vas qu'une fois, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Après, ce n'est plus ton problème. Parce que, encore une fois, il se passe des choses sur ton secteur pendant que tu es ailleurs. Ce que j'ai constaté depuis environ 2 ans, les acquéreurs, c'est plutôt le temps de trajet qui définit le choix. Oui, bah oui. Et de toute façon, c'est simple. Un acquéreur, il achète un bien, certes, mais il achète toujours d'abord un environnement et un emplacement, avant même le bien. D'ailleurs, c'est logique. Quand vous avez des objections sur un bien, souvent, on peut les lever, les objections, parce que on peut agrandir une maison, on peut faire des travaux, on peut l'embellir, on peut faire des choses. Mais quand vous avez une objection sur le secteur ou la distance, en fait, c'est pour ça que là, on en revient à la découverte acquéreur, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce n'est pas une objection, arrêtez, c'est une condition. C'est une condition et on ne pourra jamais la traiter. Ou dans de rares cas, si la personne se trompe. La différence entre condition et une objection, c'est qu'une objection, c'est une demande du prospect d'en savoir un peu plus et il a besoin de rassurer, l'objection a besoin d'être traitée. Une condition, ça n'a pas besoin d'être traité parce que c'est non négociable, en fait. Et dans 99% des cas, l'environnement et le secteur et le temps, et donc tout ce qui est temps de trajet, c'est intraitable. Bah, ce qui est normal d'ailleurs, par rapport au bien. Intercabinet, quelle répartition honoraire pour exclu et pour mandat simple tu préconises possibilité sur hectare? Alors, en règle générale, parce que là c'est pareil, hein, on voit de tout, moi ce que je préconise en intercabinet, alors, si tu as le bien et que ton confrère a le prospect, enfin l'acheteur, ou vice-versa, et que chacun s'occupe des différentes parties, là en règle générale c'est 50-50. Chacun a son client, on coupe la poire en deux, c'est ce qui se pratique en règle générale. Maintenant, si toi, tu files une affaire à un confrère, mais que tu ne fais rien après, c'est-à-dire que ton confrère va faire la pub, va diffuser, va faire les visites, va préparer, va tout faire en fait, mais que toi, tu vas juste apporter l'affaire. Là, la pratique, en règle générale, ça va de 10% à 35%. Voilà. Moi, je pratiquais 20%. 20% qui
pour la personne qui apporte l'affaire et le reste pour celui qui se tape tout le travail. En fait, il faut trouver, parce qu'il faut, attention, parce que vous allez, ça fait 12 ans que je le vois, il y a toujours des petits malins qui essayent de tirer le plus de pourcentage. Ils veulent prêcher pour leur paroisse. Bon, évidemment, je vous déconseille de faire ça. Il faut trouver un juste milieu pour que chacun des professionnels ne soit pas lésé dans le but de futurs partenariats. Il faut travailler sur un pied d'égalité. Et le pourcentage des honoraires que vous allez pratiquer doit être proportionnel au travail fourni. Excusez-moi, mais prendre votre téléphone, appeler un confrère et prendre 5 minutes pour lui filer une affaire, ça vaut grand max 20%. Parce que derrière, c'est lui qui va se taper tout le travail. C'est mon avis. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, que moi j'arrive avec un acheteur, que je vende le bien d'un confrère en intercabinet, mais que derrière, je suis mon client jusqu'à la fin, là, c'est du 50-50, parce que chacune des parties a à peu près la même quantité de travail. Donc, il faut trouver un équilibre, en fait. Et ça, c'est à vous de le voir avec vos partenaires. Jonathan, disant GeoTracker pour la protection. Je ne connais pas GeoTracker. Ce qui nous permet de sortir le chemin parcouru en JPEG. Ah oui, d'accord. Oui, si, je connais, ouais, tout à fait. Je m'en servais, il me semble, quand je courais à l'époque, quand je faisais du sport à l'époque. Ce qui nous permet de sortir le chemin parcouru en JPEG en fin de séance et d'annoter le nombre de players proposés. Bah, ça, c'est très bien en termes d'objectifs. Effectivement, ça peut être un début d'objectif. Effectivement, vous savez le nombre de bornes que vous avez faites et de vous faire des comptes rendus en fait après de prospection. Donc là, effectivement, vous êtes dans la stratégie. C'est intéressant. Diffusion possible sur Hector, sur mini-site de la délégation. Oui, c'est tout à fait possible. Avec une délégation de mandat. Alors, petite parenthèse juridique sur la délégation de mandat. Si vous avez le mandat de vente, et d'ailleurs c'est pareil pour votre confrère, en termes de délégation de mandat, vous devez mettre votre vendeur doit être au courant. C'est-à-dire que vous devez le marquer dans le mandat comme quoi vous êtes susceptible de déléguer le mandat à un confrère. Sinon, un jour, vous risquez d'avoir l'appel du vendeur qui vous appelle. Je suis le vendeur du bien, je n'ai rien signé avec vous, pourquoi vous diffusez mon bien? D'accord? Donc, elle doit être marquée dans le mandat, la délégation. Après, la délégation de mandat n'est pas régie par la loi Hoguet, puisque la loi Hoguet, c'est la protection pour les particuliers. Mais quand un professionnel délègue un mandat à un autre professionnel, cette délégation n'est pas soumise à la loi Hoguet. Donc, théoriquement, il y a plusieurs jurisprudences qui le montrent, normalement, on n'a pas besoin d'enregistrer la délégation. Mais moi, je vous conseille quand même de le faire. Parce que d'un côté, vous avez la jurisprudence, effectivement, où il y a eu des arrêts, où finalement, des arrêts qui ont donné raison au mandat, à la délégation qui n'a pas été enregistrée. Mais en même temps, la loi Hoguet dit que pour qu'un professionnel puisse avoir droit à commission, il doit détenir un mandat. Bon, en l'occurrence, il a une délégation de mandat qui, elle, n'est pas soumise à la loi Hoguet, mais par mesure de sécurité, ça prend 2 secondes, je vous conseille de l'enregistrer quand même. Au moins, vous êtes tranquille. Mieux vaut, surtout pour ça, mieux vaut faire trop que pas assez. Délégation exclue 50-50, apporteur d'affaires, un mandat 10-20. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Intercab. Alors, Intercab, effectivement, bon, alors, moi, je ne suis pas super fan de ces partages, tout ça, mais parce que malheureusement, ça part d'une bonne idée, mais le problème de tout ce qui est Intercab, fichier Amepi, tout ça, le problème, c'est que beaucoup de professionnels ne jouent pas le jeu, déjà pour commencer. Et deux, entre vous et moi, on est entre professionnels de l'immobilier là. Vous avez une exclue. Vous savez que c'est un top produit, surtout en ce moment d'ailleurs, où ça ne court pas les rues. Et puis vous savez très bien que à peine, vous allez la publier, que vous allez crouler sous les appels. Vous allez vraiment la partager, cette exclue? Ben non, il ne faut pas le faire. Et je vous déconseille de le faire. Parce que vous allez tout de suite, en fait, là, vous êtes plus en train de vous couper l'herbe sous les pieds. Donc, moi, j'y crois pas trop à ça. Mais après, pourquoi pas, hein. OK. Alors maintenant, on va parler des techniques.
Maintenant, on commence à avoir de la stratégie. On a une base stratégique sur la zone de chalandise et on a une base stratégique sur effectivement tout ce qui va être organisation du secteur. Maintenant, dans cette base stratégique et dans cette organisation, on va mettre toutes les techniques inimaginables. Maintenant, on est dans les outils maintenant, on est dans les techniques qui vont nous permettre de collecter ces fameux leads. Et là, il y en a, mais d'innombrables. Rappelez-vous la vache pourpre. Il faut se transformer en vache pourpre. C'est-à-dire qu'il faut trouver des techniques créatives. Alors, on va faire une pause. On va faire une pause 5 minutes. Je vais mettre sur pause. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir. On va faire un petit exercice. On se laisse 5 minutes et dans 5 minutes, je reviens et on échange sur toutes les techniques. Et vous allez voir, on va repartir avec une feuille double A4 de techniques. Alors, quand je dis technique, c'est on va les scinder en 3 parties. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va faire un tableau. On va faire un tableau. Je vais vous mettre à l'écran. On va faire un tableau. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va mettre en format paysage. Mise en page. Orientation paysage. Voilà. Et on va faire un tableau en 3 colonnes. Tableau. Insertion, insertion. On va faire un tableau en 3 colonnes. Voilà. Donc, on va mettre prospection physique. Alors, quand je dis prospection physique, c'est l'ensemble de ce que vous pouvez faire sur le terrain. Hein. Ce n'est pas que le boitage. Hein. On va mettre prospection digitale. Prospection digitale. Et on va mettre association des deux. C'est ça qui est fantastique aujourd'hui. C'est qu'on peut associer les deux. Et en plus, on ne va pas s'arrêter là, sinon c'est trop facile. Je vais rajouter des colonnes, parce que là, il n'y aura pas cette colonne. Vous allez voir qu'on va remplir des colonnes. Voilà, ça devrait aller là. Et en plus, on va également rajouter 2 notions importantes. On va rajouter également un deuxième tableau. Comme ça, vous allez pouvoir tout mettre dans des cases. C'est mathématique, en fait. Hein. Insertion de tableau. Donc là, on va en faire 2. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on va mettre prospection active et prospection passive. Voilà. Et là, on a matière à travailler. Donc, voilà, vous pouvez vous faire ça sur un papier. L'idée, c'est de remplir les cases. À votre avis, qu'est-ce que c'est la prospection active? Qu'est-ce que c'est la prospection passive? Et après, prospection physique, digitale, association des deux. Alors, il peut y avoir, dans les colonnes prospection passive et active, il peut y avoir des notions que vous allez mettre aussi dans le tableau d'en bas. Il peut y avoir des doublons. Mais c'est important de dissocier les deux. Je vais vous donner un indice pour remplir le tableau du haut. C'est que la colonne de gauche, c'est souvent des techniques qui ne coûtent pas cher et qui vous prennent du temps. Et la colonne de droite, ce sont des techniques qui vous prennent quasiment pas de temps, voire pas du tout, et qui vont vous coûter de l'argent. D'accord? Parce qu'en prospection, c'est aussi important d'avoir des objectifs en termes de budget marketing. D'accord? Donc, je vous laisse le tableau 5 minutes, je mets sur pause et je reviens dans 5 minutes. Et j'espère que quand je reviendrai, les 2 tableaux seront pleins. À tout de suite. Alors,
En fait, c'est le partage que j'ai arrêté. Alors, c'est bon. Alors, donc comme je vous le disais, la prospection active, c'est une prospection où vous êtes vraiment acteur. C'est une prospection qui va vous prendre du temps et qui vous allez vraiment être en action, comme par exemple la prospection physique, on va dire terrain, et la prospection, la pige, le relationnel. Tout ça, ce démarchage, tout ça, c'est la prospection active. La prospection passive, c'est des techniques de prospection qui vont pas vous prendre du temps. Alors, la prospection active, souvent, coûte peu cher, voire rien. Et la prospection passive, ce sont des techniques où vous allez travailler une fois, ou pas grand-chose, qui vont vous générer des leads. Mais souvent, ce sont des techniques qui vont coûter un peu d'argent ou très cher. Voilà. Alors, quand on vous dit, aujourd'hui, je vous dis, OK, donc là, vous venez de rentrer dans une agence ou dans un réseau, et je vous dis, OK, ton travail, c'est de me ramener des leads. Il faut que, à la fin du mois, j'ai 15 leads. OK, donc là, vous êtes là, OK, il faut que je lui ramène 15 leads. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur votre zone de chalandise pour collecter ces leads? À quoi vous pensez? Alors, je remets le chat. Allez, éblouissez-moi dans le chat. Je me montre sur le terrain. Très bien. OK. Porte à porte, pige, d'accord. Alors, je me montre sur le terrain. Alors, on le met où, je me montre sur le terrain? On va le mettre là. Et on le met là, bien sûr. Donc, je me montre sur le terrain, c'est de la prospection physique et on est actif. Ensuite, porte à porte, pige. Alors, ben, ça, c'est très bien, c'est la même notion. Hop, porte à porte, pige, c'est pareil, c'est physique et c'est actif. Ensuite, boitage. Comment contourner les digicodes? Alors, les digicodes, tu as un... mince, on a un partenariat au sein du réseau, j'ai mangé le nom. Je t'enverrai la plaquette tout à l'heure par email. Je t'enverrai la plaquette. On a un partenariat qui permet de contourner ça. J'ai mangé le nom de la boîte, mais là, c'est sûr. Sinon, il faut sonner à toutes les portes et il y en a bien un qui va finir par t'ouvrir. Boitage, bon, ben, ça c'est pareil. Hein. Ben, je vais le mettre ici. C'est actif et c'est bien sûr physique. Ah, vous êtes des hommes du terrain, vous êtes des hommes et femmes du terrain, visiblement. Je contacte mon... Ah, ça c'est intéressant aussi. Je contacte mon réseau, artisan, coiffeur. Donc là, on est dans le relationnel. Relationnel, prospection active et prospection physique. Ok. Café. Ah, café. Alors, fief, je ne sais pas ce que c'est, mais café, ça, vous avez déjà dû sur des coachings que j'ai fait parce que j'en parle souvent du café. Le café, bien sûr, on va en parler du café, c'est super important. Donc là, c'est pareil, café, c'est prospection active et physique aussi. Bah dis donc, il va falloir travailler. Heureusement que chez Expert Simo, en janvier, on va faire du digital, là, parce que la colonne digitale, elle ne se remplit pas trop. Ou l'association des deux. Oh, Frédéric propose tunnel de vente. Très intéressant. Tunnel de vente,
qu'on va pouvoir associer avec effectivement ce qui a marqué dessous, les réseaux sociaux, et l'email marketing, bien sûr. Alors, tunnel de vente, ça, c'est prospection digitale. Donc, prospection digitale, tunnel de vente, on va le mettre dans la prospection passive, celui-là. Parce qu'une fois que vous avez fait... Alors, c'est un petit coût, c'est que dalle. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien du logiciel que j'utilise. Mais tunnel de vente, ça va vous coûter un abonnement de 22 € par mois, un truc comme ça. Et après, c'est un tunnel qui travaille pour vous. Donc, ça va vous prendre un peu de temps au début, mais après, c'est le tunnel qui travaille pour vous. Donc, effectivement, c'est de la prospection passive et bien sûr, c'est du digital. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Tu penses à quoi? Vous pensez à quoi, Olivier Angélique, quand vous parlez des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est vaste. Pub Google. Ah, ça y est, on commence à rentrer dans le digital. Pub Google, digital. Alors ça, c'est ultra passif. Donc ça, on le met bien sûr dans le... Alors, réseaux sociaux, c'est du digital, mais on le met dans la prospection active. Hein, parce que les réseaux sociaux, quand c'est bien fait, c'est chronophage. Donc c'est pour ça qu'on les met dans la prospection active. Blog, digital. Alors, blogging, c'est pareil, c'est ultra prospection active, ça prend beaucoup de temps. Newsletter, très intéressant. Prospection digitale. Alors, newsletter, c'est pareil, ça prend du temps, donc c'est prospection active. Alors, LinkedIn, Instagram, alors très bien, ok. Alors, podcast. Alors, podcast, là, on est sur le message. Alors, podcast, effectivement, on est sur de la prospection digitale. Et on est sur de la prospection active. Alors, il faut que j'ajoute des colonnes là. Bon, en tout cas, vous avez compris le truc. Ok, très bien. C'est intéressant tout ça. On commence à avoir pas mal d'outils. Hein. On va en trouver encore plein. Là, on est vraiment dans l'énumération vraiment de tous les outils qui nous passent par la tête. Et après, on va les explorer. Je dis bien, on va les explorer parce qu'on pourrait faire une visio sur chaque outil. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire 15 heures de visio. C'est pour ça d'ailleurs qu'au mois de janvier, on va faire vraiment une visio spéciale digitale, spéciale prospection digitale ici. Là. On va en rajouter, hein. On va en rajouter. Alors, on va en rajouter dans la prospection physique. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, je me montre sur le terrain. Donc, effectivement, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe tout ce qui va être effectivement relationnel, tout ce qui va être porte-à-porte, etc., etc. Porte-à-porte, pige, boitage, très bien. Je contacte mon réseau artisan coiffeur. Donc là, on est dans le réseau. On est dans le café, exactement. On va pouvoir rajouter le sponsoring. Alors, je fais une petite parenthèse, mais effectivement, pour certains projets, le réseau Expertimo peut aider certains projets dans le cadre de sponsoring. Après, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, le réseau Expertimo est un réseau qui aide ses agents. En fonction des projets, bien sûr. Mais vous, à niveau local, vous pouvez sponsoriser des opérations. Et là, on est dans le physique. Alors, on est bien sûr dans la prospection active, mais c'est super intéressant. Je vais vous donner des exemples. Moi, à l'époque, je sponsorisais beaucoup d'événements sur le local. Je sponsorisais des lotos, je sponsorisais des clubs de foot, etc. etc. Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, premièrement, on vous donne une image où vous investissez au niveau local. Donc ça, les gens, ils aiment ça. Vous êtes dans le local. Vous donnez une image un peu philanthropique, vous aidez une association, et en plus, vous allez augmenter votre visibilité. Moi, qu'est-ce que je faisais quand je sponsorisais un loto local, par exemple? Déjà, je leur faisais 500 flyers. Je leur payais leur communication, et en plus, je mettais ma pub dessus. Et du coup, c'est eux qui boitaient tous ces flyers. Je n'avais même pas à les boiter. Donc, c'est pour vous dire le bon plan que c'était. Donc, ça va me coûter un peu d'argent. Le sponsoring, alors sponsoring, effectivement, c'est aussi de la prospection passive dans ce cas-là, parce que j'avais juste les flyers à faire. Je les envoyais aux bénévoles de l'association et c'est eux qui boitaient avec ma pub. Donc ça, c'était super intéressant. Et aussi, le jour du loto, je venais tracter. Alors là, pour le coup, on passe dans la prospection active. Je venais tracter et je faisais même un discours. J'ai des photos d'ailleurs
je vais retrouver je vais vous montrer. J'ai mon ancienne page Facebook. Vous pouvez aller voir mon ancienne page Facebook que j'ai gardée quand j'étais sur le terrain. Ça s'appelle Immobilier Haute-Gironde. Et dedans, vous allez avoir une mine d'or d'informations de beaucoup de choses que je faisais qui fonctionnaient. Je vais vous mettre le lien dans le... Alors, je la charge. Alors, Immobilier de Gironde, elle est là. Tac, je vous la mets dans le chat si vous voulez vous inspirer. Et je vais vous montrer quelques trucs. Parce que c'est vrai qu'à l'image, à l'écran, ça vous parlera plus. Alors, comme ça, en même temps, on va passer en revue. Vous allez avoir à la fois une petite stratégie digitale sur Facebook et en même temps ah, mais vous voyez mon écran là en plus. Ça tombe bien. Donc, alors évidemment, les panneaux Aquilux vendus, on est bien d'accord, hein, ça c'est obligatoire. Panneaux vendus Aquilux, c'est de la prospection physique. Alors, ce que je vous conseille aussi en termes de stratégie, c'est quand vous rentrez en mandat, vous prospectez, très bien, vous planifiez, pour vous aider, vous savez, à passer à être récurrent sur vos secteurs. Donc, vous avez planifié vos prospections, vous allez rentrer en mandat, vous faites un tour de quartier, vous boitez, ou vous sonnez, encore mieux. Deuxièmement, vous y repassez quand vous avez vendu. Donc là, vous avez mis un panneau vendu, vous repassez, vous reboitez une autre fois, sur le même pâté de maison. En fait, quand vous posez un panneau, systématiquement, il faut boiter les pâtés de maison autour. Parce que non seulement vous allez... Parce que qu'est-ce qui fait aussi le contact? Le contact, dans notre branche, et c'est un peu partout pareil, je pense, c'est que les vendeurs, quand ils nous sollicitent que rarement quand ils nous ont vus la première fois. Mais c'est très souvent la multitude des actions que vous allez mener sur le terrain qui vont déclencher le contact. Parce que vous vous rappelez, vous rentrez dans le vu, connu, reconnu, incontournable. Et c'est comme ça que vous créez de la confiance. C'est en habituant votre cible à votre présence. Et très souvent, quand vous allez appeler, parce que bien sûr, vous demandez toujours au vendeur comment il a eu vos coordonnées, ben, vous allez voir que ce n'est rarement qu'une action qui déclenche le contact. Ça va par exemple être ce panneau vendu associé à un flyers. Ça va être un flyers associé à une pub dans le journal. Ça va être un événement que vous avez sponsorisé associé à autre chose, une pub sur Facebook, par exemple. C'est l'habitude qui va créer le contact. Donc, c'est pour ça que là, on va énumérer toutes les techniques inimaginables. Et le secret, c'est que vous devez, avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, associer toutes ces techniques pour pouvoir créer de l'habitude. Et il va vous arriver au bout d'un moment ce qui m'est arrivé, au bout de plusieurs années, c'est que quand les vendeurs ils vont vous appeler, et ils m'appellent encore, alors que ça fait 1 an que j'ai raté le terrain et que je ne fais plus rien quasiment. Que je ne fais plus rien du tout d'ailleurs, il y a juste mes panneaux qui sont restés. C'est que quand ils m'appellent, je leur dis « Ok, comment vous m'avez connu ?» en gros, et ils me disent « On vous voit partout. » On vous voit partout. C'est à ça que vous devez arriver. Je ne compte pas les fois où je me suis baladé dans la rue sur ma zone de chalandise où j'allais faire les courses, où on m'a interpellé pour demander des informations sur l'immobilier. Vous êtes agent immobilier, non? Et ça m'est arrivé une fois ou deux également en période de fête, parce que j'avais l'habitude, je vais vous les montrer tout de suite à l'écran, j'avais l'habitude de boiter des calendriers et de mettre des calendriers un peu partout. Bon, là, en l'occurrence, c'était une opération spéciale, hein. C'était en 2021 pour l'euro. Ça, ce sont de bonnes opérations marketing d'ailleurs aussi. Et je vais vous expliquer comment j'avais associé d'ailleurs le digital avec le terrain grâce à ça, et que j'avais collecté des centaines de leads. Eh bien, plusieurs fois, 2 fois, je me souviens de 2, mais je suis sûr que ça arrive plus de fois, je marche dans la rue et j'entends « Oh, regarde maman, c'est le monsieur du frigo ». Alors ça m'a marqué. Je me retourne, je dis « Bonjour, on se connaît ?» Ah ben non, mais vous êtes sur notre frigo, on a votre calendrier. Et c'est l'enfant, quoi. C'est l'enfant qui m'a reconnu d'abord. C'est trop rigolo. Bon, c'est un exemple. Mais quand vous arrivez à ce degré de notoriété, c'est que derrière, vous avez mis en place la stratégie en termes de secteur,
c'est que derrière, vous vous êtes approprié l'intégralité des techniques qu'on est en train de voir, et qu'une fois que vous avez collecté ces leads, parce qu'encore une fois, là, on est dans la collecte de leads, vous allez suivre ces leads. Parce que ce n'est pas il y a aussi un gros travail de suivi d'ailleurs, parce qu'après, les leads que vous allez avoir, ils ne vont pas forcément être vendeurs maintenant. D'accord? Voilà. Donc, les panneaux vendus, bien sûr, c'est absolument incontournable. Alors, bah tiens, là, c'est pareil, calendrier. Alors, ça, c'était quand ça? C'était en 2021. J'étais encore sur le terrain. J'ai arrêté presque le terrain. Donc, comment j'avais associé le digital avec ce calendrier? On se dit, tiens, un calendrier, ok, bon, ben, on va le boîter. On peut effectivement le boîter. Mais ce n'est pas, on va dire, optimisé. J'avais tout simplement, comme vous pouvez le voir ici à droite, créé des liens avec le logiciel que je vais vous envoyer tout à l'heure, le lien. Et j'avais mis sur les réseaux qui veut recevoir son calendrier 2021 à la maison direct par la poste. Cliquez sur le lien. Donc, alors, je peux cliquer, mais ça ne sert à rien parce que j'ai supprimé le formulaire. Donc, évidemment, il n'y a plus la page. Mais en tout cas, j'avais créé un formulaire où la personne devait renseigner ses coordonnées, évidemment complètes, pour recevoir son calendrier. J'en avais collecté mais des centaines. Alors, ça demande un petit budget parce que vous allez devoir envoyer le calendrier. Ou à défaut, encore plus fort, alors moi je ne m'étais pas saoulé, je les avais envoyés, mais à défaut, vous pouvez puisque vous avez les adresses, vous pouvez les boîter en direct ou aller les offrir de main à main. Et ça, c'est un excellent moyen pour un société parce que du coup, vous collectez des leads de votre zone de chalandise que vous allez pouvoir exploiter par la suite en continuant à envoyer du marketing de contenu, du contenu. Mais en plus, vous avez les coordonnées de personnes précises sur votre zone de chalandise que vous pouvez exploiter par la suite. Et là, c'est super intéressant parce que vous contournez, la législation qui dit qu'on ne peut pas boîter s'il n'y a pas de WePub ou s'il y a un stop pub. Parce que pour le contourner, il faut envoyer un courrier, on va dire, personnalisé. Et là, en l'occurrence, c'est ce que vous faites. Et c'est incroyablement plus fort que de mettre un simple flyers à vide valeur que tout le monde fait. Là, en l'occurrence, vous êtes dans une vache pourpre. Et je ne compte pas le nombre de leads que j'ai chopé grâce à ça. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous associez les deux, justement. Vous faites du digital parce que vous servez des réseaux sociaux en organique et en ads, éventuellement, pour pouvoir communiquer. Et après, une fois que vous avez les données, soit vous envoyez par la poste si vous n'avez pas le temps, comme c'était le cas pour moi, ou soit vous allez, parce que entre vous et moi, je ne prospectais pas, je ne devrais pas vous le dire, mais bon, quand vous atteignez un degré de contact, c'est impossible d'aller prospecter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le boîter ensuite avec des messages personnalisés. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que là, vous retenez l'attention des gens. Et en plus, vous allez rester sur son frigo. Donc là, vous avez une piste intéressante. Vous pouvez faire ça avec un calendrier. En plus, c'est dans l'air du temps. On est le 6 janvier. Donc dans Expertise Cloud, vous pouvez absolument acheter des calendriers pour pouvoir faire ce système-là, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple avec le calendrier. Bon, évidemment, panneaux vendus, hein, inutile de vous dire que les panneaux vendus, c'est absolument... là, justement, là, vous avez la preuve par l'exemple. Là, je venais de vendre cette baraque, et là, je m'apprêtais à aller faire le tour de pâté de maison, avec les flyers qui sont là. Donc là, j'ai non seulement une notoriété de par le panneau vendu, mais en plus, tout le pâté de maison va recevoir le flyer, ce qui va rappeler le fait que j'ai vendu un bien dans leur quartier. Donc là, c'est très intéressant aussi stratégiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, la voiture, inutile de vous dire que la voiture est une super pub. C'est une super pub parce que c'est une pub mobile. La voiture, je vais vous raconter une anecdote. La voiture, un jour, je roulais. Ça m'arrive une fois, mais c'est trop rigolo. Je roulais et je reçois un coup de fil. Parce que derrière, c'était comme ça. Ah oui, la petite pointe d'humour qui va bien. Rappelez-vous, la vache pourpre. Je vends mieux que je ne conduis. Bon, j'avais trouvé ça, je trouvais ça rigolo.
En tout cas, voilà, je roulais et la personne, donc je décroche, alors il y avait le Bluetooth, et, et elle me fait oui, je suis la voiture derrière vous et j'ai une maison à vendre à 5 minutes. Ah, mais allons-y. Alors c'est quand même fort. Et par contre, attention, je n'avais pas fait le mandat parce que là en plus j'avais un truc à faire. J'avais pas fait le mandat. Par courtoisie, je suis allé chez le vendeur, j'ai pris un rendez-vous et je suis revenu dans le cadre d'un rendez-vous vendeur parce que je n'étais pas préparé. Je n'étais pas du tout la tête à ça. Donc, du coup, j'ai préparé, etc. Donc, mais c'est pour l'exemple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne qui me suivait m'a appelé. C'est trop rigolo. Bon, après, voilà, je vous laisserai consulter tout ça. Il y a plein de choses. Des vidéos aussi, bien sûr. Hein, énormément de vidéos aussi sur le truc. Vous allez en trouver. Alors justement, en vidéo, rappelez-vous, ceux qui me connaissent savent que je suis très friand du marketing de contenu. Le marketing de contenu consiste à offrir de la valeur à vos prospects, avant même qu'ils vous le connaissent, à offrir du savoir, des conseils, votre expérience, mais aussi, dans le cadre de notre activité et de votre zone de chalandise, des bons plans. Alors, les bons plans, qu'est-ce que c'est? Ben moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des vidéos de partenaires locaux, d'entreprises locales. Donc là, en l'occurrence, il y avait un déménageur, il y avait un super restaurant, il y avait une salle de sport. Et je les mettais, parce que moi j'avais de l'audience, beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux, et je les mettais en avant, en fait, pour leur offrir de la visibilité. Et ça, c'est fantastique également, pour minimum 3 raisons. Premièrement, vous créez du partenariat avec des entreprises locales, donc le café. Deuxièmement, vous apportez de la valeur et des informations intéressantes à votre audience. Vous communiquez de manière différente, doublement intéressant. Troisièmement, vous apportez une image humaine et une image un peu toujours pareil, philanthropique auprès de votre audience. Quatrièmement, la visibilité est énorme. Regardez les vues là-dessous. 4300 vues, 7200 vues, 3800 vues. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il faut voir et le nombre de baraques à laquelle il faut taper pour avoir cette audience. Donc là, on est dans du marketing digital pur et dur. On est dans du marketing de contenu, mais on est aussi dans l'association des deux. Parce que vous servez du terrain pour communiquer sur le digital. Donc, la puissance, c'est ça, c'est qu'on peut facilement associer les deux, en fait. Bon, évidemment, on peut aussi publier des maisons, des biens qu'on vend, etc. Bon, voilà, je publiais beaucoup de conseils également. Donc, j'étais très sollicité grâce à ces conseils. Avez-vous dit vice caché? Bon, voilà, en l'occurrence, je donnais des conseils dans le cas où vous aviez un conflit sur un vice caché, par exemple. Voilà. Bon, après, il faut être à l'aise avec la vidéo, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des questions, tiens? Exemple de trace de boitage, plus de 50%. Ouais, ok. Ah ben oui, les stop pubs. Alors, les stop pubs, on va en parler du stop pub. Les stop pubs, ou les oui pubs, ça dépend de là où vous vous trouvez. Ce que je vous conseille de faire pour contourner le problème. Alors, officiellement, bien entendu, je ne vous dis pas de boiter les stop pubs. C'est pas possible, puisque du coup, je vous dirai dans une vidéo publique d'être hors la loi. Donc, évidemment, on ne va pas le faire. Par contre, vous pouvez retourner cette législation en votre faveur. Ça rejoint l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec les calendriers. C'est-à-dire que vous allez vous transformer en détective. Rappelez-vous votre schéma que vous avez fait, votre zone de chalandise que vous avez découpée en 4. Vous allez passer 4 fois par an. Et rappelez-vous que vous devez mettre une punaise sur chaque parcelle cadastrale, si vous êtes audacieux. Mais là, en fait, quand vous sonnez et que vous n'arrivez pas à voir le vendeur, enfin, pas le vendeur, mais je veux dire le propriétaire, ou la personne, eh bien, en fait, je dis que quand il n'est pas là, mais il faut le faire aussi quand il est là. Parce qu'en fait, vous allez aussi, tout simplement, prendre les informations qu'il y a sur la boîte aux lettres. Et vous allez tout simplement constituer une base. Et vous allez faire du marketing de contenu dans le dur. Vous allez envoyer des courriers personnalisés. Vous pouvez envoyer, par exemple, une newsletter par mois avec des informations sur le quartier, les bonnes adresses, les prix de l'immobilier, des informations. Vous allez envoyer de newsletters où vous allez, on va dire, donner 85%
de conseils et de valeur ajoutée à votre audience et 15% de publicité. Vous allez quand même rappeler que s'ils ont un projet vous allez quand même rappeler que s'ils ont un projet à vendre, ça serait bien qu'ils vous appellent, quoi. Vous m'avez compris. Donc ça, c'est ultra intéressant. Parce que là, vous vous démarquez, parce que je suis sûr que pas beaucoup de personnes le font. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, ou bien, alors là, c'est pareil. En fonction de votre temps, soit vous allez partir sur un publi-postage par la poste ou Megapost, ou soit vous allez, donc une fois que vous avez glané les informations, ça peut aussi faire l'objet d'un deuxième passage, ou troisième, quatrième passage, où vous allez poster votre newsletter ou l'offrir en main propre. C'est quand même super intéressant. Bonjour, je suis conseiller immobilier. J'ai à cœur de donner des informations pertinentes aux administrés de la ville. Voici une newsletter offerte. C'est fantastique. Là, vous êtes vraiment dans une stratégie et là, vous vous démarquez parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes le fassent. Et vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas dans la vie de valeur, etc., tout ce qu'on fait depuis 40 ans et qui aujourd'hui est totalement désuet. Et vous n'êtes pas dans la vente, vous êtes dans le conseil et vous êtes dans l'échange. Donc, vous communiquez de manière différente. Et aujourd'hui, on est obligé de communiquer de manière différente parce que tout simplement, les gens sont noyés sous la pub. Les gens sont noyés sous la pub. On est obligé de passer par des techniques de marketing de contenu et de forte valeur ajoutée pour capter l'attention de vos prospects. D'accord ? Je vais vous donner un conseil sur comment rédiger un support. Alors, c'est très simple, il faut respecter la méthode AIDA. Et ça, alors AIDA, c'est un acronyme. A-I-D-A. Alors, je le mets en petit là, il est là. Hop. La méthode AIDA, c'est tout simplement un acronyme qui consiste... Alors ça marche partout. Ça marche sur une annonce immobilière, ça marche sur un flyer, ça marche même si vous souhaitez envoyer une lettre, ça marche partout. Donc le A, c'est l'attention. C'est-à-dire que du premier coup d'œil, il faut retenir l'attention de votre prospect. C'est ce qu'on appelle l'accroche. C'est un peu la première chose que votre prospect va voir, en fait, quand il va voir votre support, votre lettre, votre message. Donc l'attention. Il ne faut pas avoir peur d'être décalé. Alors, pas vulgaire, mais il ne faut pas avoir peur d'être décalé. Et il ne faut pas avoir peur aussi de titiller un peu votre audience, vos prospects. Rappelez-vous qu'il faut se démarquer, il faut être dans une page propre. Ensuite, il y a l'intérêt. Parce que si vous avez fait une bonne accroche, vous allez tout simplement retenir l'intérêt de votre prospect. Donc là, vous allez développer un petit peu. Alors, ce qui est bien, une attention, c'est de poser une question. Quand vous voulez retenir l'attention de votre prospect, ça peut être une question, par exemple. Parce qu'une question demande une réponse. Donc, ça suscite un peu plus d'attention. Ensuite, il faut continuer avec un petit blabla pour susciter de l'intérêt à votre prospect dans le but de déclencher du désir, c'est le D. Et enfin, de finir par une action, ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Il faut finir par exemple, je suis votre conseiller local en immobilier, contactez-moi. Voilà, je dis ça au hasard. Il faut toujours qu'il y ait un CTA, un Call to Action, parce que sinon, ce n'est pas naturel de passer à l'action. Voilà, ça c'est une petite technique commerciale que je vous propose. AIDA, attention, intérêt, désir, action, et ça vous aidera pour structurer vos supports, en fait. Voilà. Les avis clients, alors oui, bien sûr, les avis clients sont une pub à mettre toujours en avant sur tous les supports. À ce propos, on n'en a pas parlé, mais il est aujourd'hui criminel de ne pas avoir de Google My Business. Parce que là, vous avez un référencement naturel ultra intéressant. On a fait une formation il n'y a pas longtemps d'ailleurs au sein du réseau sur Google My Business, dont vous pouvez avoir plein d'avis clients. Alors nous, on a un super partenariat également avec ImmoAdvisor, à tarif défiant de toute concurrence. C'est notre business model, hein, le 100% de commission avec des outils à tarif défiant de toute concurrence. Avec justement, il y en a un avec ImmoAdvisor, où vous avez aussi une société, un partenaire très intéressant avec des avis vérifiés qui vous permet d'augmenter votre référencement aussi sur Google, parce que ImmoAdvisor, vous pouvez
le synchroniser avec Google My Business et votre mini-site, etc. Donc, les avis clients, alors les avis clients, on le met où? On les met en prospection active ou passive, à votre avis? Passive. Bah, en fait, c'est un peu des deux. Parce que les professionnels vont me comprendre et c'est très chiant, parce il faut les relancer. C'est très chiant d'avoir les avis de ces anciens clients. Parce qu'ils ne font pas, ils oublient. Mais Imo d'ailleurs propose des outils à ça d'ailleurs, hein, de simplifier les choses en envoyant un texto, tout ça, donc, justement pour que ça prenne vraiment le moins de temps possible. Donc effectivement, c'est un peu des deux, parce qu'il faut quand même souvent relancer pour qu'ils le fassent. Donc voilà. En gros, s'ils font sans qu'on les relance, c'est passif, et puis s'il faut les relancer 5 fois, c'est actif. Alors, continuons sur les outils. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a mis? Alors, prospection physique, là, on l'a bien vu avec stratégie. Je monte sur le terrain, c'est pareil. Le café. Alors, le café. Le café, c'est la base de la base du relationnel. C'est tout simplement, alors ça, c'est surtout pour les débutants. Est-ce qu'il y a des débutants dans la salle là aujourd'hui? C'est surtout pour les débutants, vu qu'il y a un levier, mais aussi dans le cadre de l'entretien de votre réseau. Parce que ça nous est tous arrivé, je le dis à chaque fois parce que c'est super frustrant. Quand vous avez vous apprenez qu'un vendeur, d'accord JP Manin, ben, je vais te donner un super conseil alors. Vous apprenez qu'un vendeur a fait un mandat avec un professionnel qui a été recommandé par quelqu'un que vous connaissez. Voire pire, quelqu'un dans votre entourage proche que vous connaissez très bien. Et là, vous apprenez ça, mais vous l'appelez tout de suite. Mais putain, t'es con ou quoi là? T'as filé l'affaire à Tartampion là. Et moi? Eh ben ouais, mais c'est de votre faute la plupart du temps. C'est de notre faute. Ça m'est arrivé aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, un défaut de suivi d'entretien au niveau de son relationnel. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que les recommandations, on en a tous besoin. Donc ça, pour les débutants, il faut prendre son café, mais il faut aussi le faire pour les expérimenter dans le cadre de l'entretien. Votre relationnel, pour vous aider, on va dire, à l'organiser, je vous conseille de le faire pareil que pour vos secteurs, une fois par trimestre. Une fois par trimestre, vous appelez l'intégralité des personnes que vous connaissez, je dis bien l'intégralité des personnes que vous connaissez, que vous allez également mettre dans votre café. Donc là, je vous remets un acronyme. Café, donc connaissance, amis, famille, environnement, proche. Alors, vous devez donc appeler l'intégralité de vos connaissances, l'intégralité de vos amis, l'intégralité de votre famille et enfin l'intégralité de votre environnement professionnel proche. Notaire, courtier, diagnostiqueur, etc. Géomètre, etc. Et ça, c'est encore plus important quand vous débutez. Pour JP Manin, parce que quand tu te lances, il y a un lever de rideau sur ton activité. Donc, personne ne te connaît. Donc, la première chose à faire, c'est d'appeler toutes ces personnes. Parce que, normalement, vu que l'immobilier est une passion française et que tout le monde aime parler d'immobilier, eh bien, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, vous m'avez compris, qui vend. Donc, c'est ultra important. Tous les trimestres, vous devez rappeler à toutes les personnes que vous connaissez que vous faites de l'immobilier. Sinon, c'est obligé, un jour ou l'autre, vous allez apprendre que des vendeurs ont fait des mandats qui ont été recommandés par des personnes qui sont proches de vous. Parce que c'est pas, si vous voulez, on est tous pris dans nos vies, dans nos stress, etc., etc. Et les gens sont dans leur vie. Et ils ont autre chose à penser que nous. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc peut-être que l'agence ou le mandataire qui a été recommandé a mieux suivi son relationnel, son réseau. Il a peut-être mangé une fois de plus au restaurant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est lui qui a eu le mandat. Et dans la très grande majorité des cas, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas assez suivi son réseau. Alors là, c'est dommage parce qu'en plus, c'est des mandats faciles. Donc le café, ultra important. Alors, je montre un tac. Alors,
Alors, c'est normal, parce qu'en tant que mandataire, on n'en fait pas énormément, mais on va quand même les voir. On a vu beaucoup de prospection active, la prospection physique. Alors, on peut rajouter la pige, bien entendu. La pige, c'est ultra important. Pige, prospection téléphonique. Ultra important également. Je suis aussi un artisan coiffeur. Ok. Donc, le relationnel, là, bien sûr. Hein. Rappelez-vous, tout est bon pour prospecter. Tout est bon. Alors, en termes d'objectifs, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous débutez, c'est qu'à chaque fois que vous planifiez, par exemple, 2 heures de prospection, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs en termes de quantité, de support donné. Vous pouvez, par exemple, vous dire, je ne rentre pas tant que je n'ai pas distribué 50 cartes de visite, 200 flyers, tant que je n'ai pas parlé à 25 personnes. Voilà. Vous pouvez aussi vous donner des objectifs comme ça, parce que ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. En prospection digitale, tunnel de vente, donc associé à l'email marketing, réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, je vous le dis, il y en a un seul pour lequel vous pouvez vous concentrer parce que ça vous générera 99% de vos contacts et il n'y a pas un autre réseau social qui vous permettra de cibler de manière autant chirurgicale vos prospects. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller, on en a fait plein au sein du réseau, mais aussi dans le groupe, vous avez plusieurs vidéos sur le sujet, c'est Facebook. N'allez pas chercher plus loin. Facebook, j'ai fait une visio de 2 heures dans le cadre de la formation Allure pour le réseau où je montre à l'écran beaucoup d'études. Facebook, c'est le réseau social numéro 1 et de loin, surtout dans la tranche d'âge qui nous intéresse. Donc, si vous voulez générer du mandat grâce aux réseaux sociaux, je vous conseille 2 réseaux sociaux. C'est 1, Facebook. 2, mais très, très, très loin derrière, YouTube. Simplement juste pour héberger les vidéos. C'est tout. Le reste, laissez tomber. Laissez tomber, ça ne vous générera pas de mandat. Si vous avez un peu de chance et si vous faites du pro, pourquoi pas LinkedIn pour chercher peut-être un peu d'intercabinet. Mais c'est tout. Vos prospects sont sur Facebook. En plus, sur Facebook, vous pouvez les cibler. Moi, aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui sur Facebook. Je peux vous cibler avec une pub, je peux faire ce que je veux. Je peux vous afficher dans votre fil d'actualité ce que je veux. Et là, on est dans l'intelligence artificielle. Facebook, c'est de l'intelligence artificielle. Je peux afficher ce que je veux. Et vous pouvez faire afficher ce que vous voulez à votre audience locale dans Facebook. Alors, ça vous demande de la formation, bien sûr. Mais c'est possible. Donc, Facebook et Facebook et Facebook et Facebook. Le reste, laissez tomber. Parce que déjà, Facebook va vous prendre du temps. Donc, oui, réseaux sociaux, Facebook. Pub Google, pourquoi pas. Mais pas les as Google dans votre niche. Le problème, c'est que vous allez être en concurrence avec des machines du style Le Bon Coin, Se Loger, tout ça. Et ça va vous coûter trop cher. Donc, je ne vais pas forcément vous encourager d'aller sur cette voie-là. Le blogging, c'est pareil. Alors, le blogging, je sais de quoi je parle puisque je suis l'auteur d'un des plus gros blogs de France, hein, juste derrière PAP, Se Loger et Immobilier d'Angers. Mais le blogging est intéressant. Par contre, là, c'est pareil. Vous allez travailler la nuit parce que c'est extrêmement chronophage. Newsletters. Alors, newsletters, ça rejoint l'email marketing. Très intéressant. Vous pouvez, donc ça, déjà, ça va vous prendre moins de temps, mais vous pouvez construire des newsletters locales que vous allez après envoyer avec de l'email marketing ainsi que dans le dur. Donc là, vous faites l'association des deux. Très intéressant. Newsletters, donc oui, newsletters. Podcast, oui, très bien aussi. Là, on est dans du marketing de contenu. Google My Business, alors ça, c'est absolument obligatoire. Donc ça, c'est intéressant également. Donc là, déjà, rien que ça, vous avez un travail de fou. Après, en prospection passive, il manque des trucs. En prospection, alors tunnel de vente, c'est pareil, hein, c'est de l'email marketing. Hein. Alors, en prospection passive, vous pouvez faire des pubs dans les journaux locaux. Ça, c'est très intéressant aussi.
Je vais vous montrer un truc à l'écran. Après. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est l'association, alors je le partageais bien sûr également sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, alors là on voit que ça remonte, parce que même le journal a commencé à devenir jaune. Alors je vais sortir le filtre parce que sinon vous allez... Voilà. Alors, à l'époque, on faisait une fois par mois dans le journal la Minute IMO. En plus, on mettait un partenaire, donc ça permet, parce qu'une page comme ça, c'était 500 balles. Donc on divisait par 3 les frais parce qu'on mettait un partenaire à chaque fois. Mais tous les mois, on avait notre rubrique dans le journal local, qui est le journal Haute-Gironde, et on faisait la newsletter mensuelle dans le journal. La Minute IMO, on l'appelait ça. Et on donnait des conseils, j'en ai plein, hein. J'en ai je ne sais pas combien, et tous les mois, ah ça c'est rigolo ça aussi, tiens. Avant je prenais tout, maintenant je choisis. Ils avaient consacré, ça c'est gratuit, en plus c'est du rédactionnel, ils avaient consacré une rubrique dans le journal. Avant je prenais tout, maintenant je choisis. Je parlais des mandats bien sûr. Mais en tout cas, essayez, les journaux locaux, souvent ce qu'ils font, ils ont des rubriques entrepreneuriat pour mettre des partenaires, enfin des entreprises locales. Et c'est gratuit, parce que c'est du rédactionnel. Après, si vous partez sur de la pub, c'est payant. Mais en tout cas, c'est de la prospection passive, et c'est super intéressant, parce que là, la newsletter, c'était une fois par mois, et on essayait de créer le rendez-vous, en fait. On essayait de créer le rendez-vous avec notre zone de chalandise. Et on était dans une optique de donner des conseils, plutôt que de dire « appelez-moi, je suis le meilleur », blabla, tous les mêmes trucs qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Donc, effectivement, on est dans une communication de contenu, dans une communication à forte valeur ajoutée pour vos prospects. Donc, pub dans les journaux, c'est coûteux, mais c'est du passif. Et un truc qui fonctionne extrêmement bien aussi, c'est les panneaux en bord de route. Alors, comment je faisais? Je vais vous donner la technique pour que ça ne coûte pas cher. Parce que, évidemment, si vous allez solliciter, parce qu'on le voit souvent en bord de route, vous savez, les grands panneaux 4x3 avec votre pub ici. Voilà. Sauf que ça, c'est des boîtes qui gèrent ça et ça va vous coûter 3 500 balles l'année. Donc, laissez tomber, c'est une grosse perte d'argent. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de cibler les clôtures des particuliers. Alors, il faut que la clôture soit bien placée. Et qu'est-ce que c'est une clôture bien placée? Il faut que la clôture, elle soit sur une route passante, mais qu'en même temps, ça soit sur une intersection pour que le panneau, enfin pour que les personnes qui passent devant aient le temps de le lire. Une fois, bon, je m'étais fait avoir, j'avais mis un énorme panneau, une époque, carrément en bord de la Nationale 10, où il y avait des milliers et des milliers de voitures qui passaient par jour. Mais en fait, ça ne servait à rien, parce que les gens n'avaient pas le temps de le voir. Donc, en fait, je le virais. Par contre, un panneau où il y a quand même du passage, où les gens marquent un temps d'arrêt, là, c'est fantastique. Parce que, là, encore une fois, on est dans la prospection passive. Le panneau, vous le mettez une fois, vous créez, pareil, l'habitude, on vous voit sur votre zone d'achalandise, en plus des autres supports. Donc là, c'est super intéressant. Et ça ne va pas vous coûter cher. Parce que moi, je filais un petit billet, vous filez un petit billet aux particuliers, et puis à l'année, voilà, ou une bouteille, ou un cadeau, vous arrangez, et ça ne va pas aller chercher bien loin. Alors, panneau 4x2 max, je crois, pas de plus de... Alors ça dépend où. Faut-il demander une autorisation à la mairie? Ben non, justement, c'est ça qui est bien. C'est que vous êtes sur la propriété du particulier. Donc, il n'y a aucune autorisation à demander à la mairie. En revanche, il se peut qu'en fonction des communes, vous recevez une taxe sur l'affichage en bord de route. Ça, c'est possible. Et ça, il faut se renseigner à la commune pour savoir si elle applique. Et le taux, parce que ça change en fonction des communes. Moi, j'en avais plein des panneaux. Alors, non, là, c'était sur Saint-André, j'en avais un. Moi, j'en avais un. Parce que non, j'en avais un, je recevais 80 € par an, je crois, de taxes. Mais c'était un gros panneau, j'en avais un. Voilà. Donc après, ça, il faut vous renseigner auprès de vos communes. C'est la seule chose qui peut vous arriver. En tout cas, c'est sur le domaine privé, ils ne peuvent rien dire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous appliquer la taxe pour affichage sur la voie publique. Voilà. Ben Maria, 80 par 60,
Je ne sais pas si ta commune applique la taxe et il faut leur demander s'il applique combien. Mais 80 par 60, tu n'auras pas grand-chose. Hein. Tu n'auras même pas 20 euros, hein, s'il y a une taxe. Donc les panneaux, c'est super bien, quoi. Vous pouvez aussi, après, partir dans des trucs du style sac à pain. Sac à pain, sac à pain dans les boulangeries, ça marche bien aussi, j'en avais fait. Vous pouvez partir aussi dans des techniques un petit peu plus exotiques. Quand vous boitez, vous pouvez par exemple, alors il y en a qui faisaient ça, vous pouvez, mais ça c'est des opérations spot. Vous pouvez par exemple mettre des ballons à l'hélium. Mais ça c'est vraiment spot, vous n'allez pas le faire. Mais aujourd'hui vous avez une folie, vous allez à 6 h du mat, même moi je ne l'ai jamais fait, c'est pour vous dire. Pourtant, vous êtes quand même dans une vache pourpre là. Parce que j'en ai vu qui agrafaient leur carte de visite à un fil et qui boitaient dans la boîte aux lettres, et puis il y avait un ballon d'hélium, en fait, qui sortait de la boîte aux lettres. Ou il y en a qui mettaient des sacs de graines. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand vous avez une belle rue comme ça, et quand vous sortez de chez vous, que vous voyez vous pouvez mettre des ballons, voilà, à l'effigie de votre enseigne. Et quand vous avez une route comme ça où vous avez tous ces ballons, c'est sympa quand vous sortez le matin, tout ça. Donc là, vous marquez les esprits. Par contre, ce sont des opérations spot. Vous n'allez pas faire ça, évidemment, toute l'année. Mais vous pouvez vous fixer comme objectif, par exemple, de le faire une fois par trimestre. Soyons fous. Et là, par contre, c'est sûr que vous allez faire parler de vous, pour le coup. Là, on est dans une vache pourpre. Sac à pain, c'était une vache pourpre à l'époque. Il y a 5 ans, c'était une vache pourpre, les sacs à pain. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, c'est intéressant, c'est passif, mais c'est plus une vache pourpre. Moi, ce que j'avais fait aussi, j'avais noué des partenariats avec des boulangeries, en fait. Alors ça, c'est pareil. Une autre technique pour associer le digital au terrain, c'est que j'avais fait une opération baguette de pain. C'est-à-dire que j'avais dit, alors j'avais pareil, fait de la communication, vous le retrouverez sur ma page, hein. J'avais créé donc une communication, ok, samedi prochain, de 9 h à 11 h, toutes les personnes qui monteront ce coupon à 7 boulangeries, je leur offre leur baguette de pain. J'avais sorti ça. Alors, ça m'avait coûté 150 € de baguette de pain, c'est vrai. Par contre, j'ai chopé je ne sais pas combien de contacts, j'ai noué un partenariat avec une entreprise locale et j'ai marqué les esprits. Voilà. De temps en temps, je faisais des trucs comme ça aussi. J'associais les deux. Il ne faut pas avoir peur rappelez-vous toujours ce dicton. Et ça fait marcher, c'est le phénomène de réciprocité. Qui donne, reçoit. Quand on donne de sa personne, de son temps, de son argent, le cerveau humain est conditionné pour rendre. Et malheureusement, beaucoup de techniques de manipulation, d'ailleurs, fonctionnent sur ce principe de réciprocité, les sectes notamment. Donc, si vous donnez de votre personne, de votre savoir, dans une mesure bien sûr possible de votre argent, ce n'est qu'une question de temps avant que vos prospects ne vous le rendent. On ne sait pas quand, mais ça arrivera, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être généreux. Maintenant, ça ne fonctionne plus les sacs à pain. Ben oui, tout le monde s'est mis à le faire. Donc, 7 de table dans les restos. Ça, c'est bien. Prospection passive aussi. On a tenu ce week-end un stand sur le marché de Noël. Très bien. Alors, marché de Noël, marché tout court, stand. Moi, c'est pareil. Je le faisais dans les stands. Je tenais des stands aussi dans les supermarchés. Là, c'est pareil. C'est de la prospection physique active. Vous allez à la rencontre de votre zone de chalandise. C'est super intéressant, ça. 3 lignes dans une matinée. Ah oui, mais ça, moi, c'est pareil. À chaque fois que je faisais des opérations au Super U, j'avais des leads aussi. Tu fais des partenariats, tu discutes, Ah ouais, non, les stands, ça marche très, très bien aussi. Et là, pour le coup, on est dans la prospection physique et active. Et ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... Et je remets... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Le secret, en fait, c'est qu'il fallait vraiment comprendre et mettre en place une stratégie de base en termes de zone de chalandise et en termes de secteur et de quadrillage, on va dire, du secteur.
Maintenant, dans votre secteur que vous avez défini de manière intelligente, vous allez pouvoir maintenant dedans mettre tous les ingrédients pour pouvoir être vu, connu, reconnu, incontournable. Retenez toujours que ce sont l'intégralité des actions qu'on a vues aujourd'hui, et il y en a d'autres, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout voir, qui vont faire que les gens vont vous solliciter. Ce n'est pas une ou deux actions, ce n'est pas vrai. On ne peut pas être reconnu sur un secteur si on va boiter une fois par an. Ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment un travail stratégique de moyen terme et de long terme. D'accord? Alors, je vais vous mettre dans le chat le lien dont je vous parlais, le logiciel dont j'utilise, vous savez, pour capturer les leads que j'utilisais. Et je m'en servais aussi pour les acheteurs. Pour les acheteurs, c'était super intéressant parce que à l'époque, moi, à l'époque, je tournais à 80 mandats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, moi, les acheteurs, comment je les traitais, les acheteurs? C'était très simple. J'avais fait des listes de mails et à chaque fois que je rentrais un bien, j'envoyais la fiche produit à la liste d'acheteurs que j'avais faite. Voilà le lien. Et du coup, à chaque fois que l'acheteur recevait la fiche, il pouvait se passer que trois choses. Premièrement, le bien intéressé, il m'appelait. Donc, du coup, je perdais beaucoup moins de temps en découverte acheteur. Or, on le sait, la découverte acheteur prend beaucoup de temps, malheureusement, et souvent pour rien. Deux, le bien intéressé pas, il ne m'appelait pas. Trois, il avait trouvé chaussure à son pied et il se désinscrivait automatiquement de la liste. Ou pas d'ailleurs, on s'en fout. C'était une liste en fait qui s'auto-entretenait. Et c'est pareil, ces listes, de mails, on peut les remplir soit de manière automatique avec des formulaires de capture, ou soit en associant le terrain à ces listes. Et je vous donne un dernier exemple que j'avais fait. Il y en a plein, hein, mais je vous en donne un dernier. Je m'étais associé, toujours pareil dans l'association, je m'étais associé avec un horticulteur, c'est pour vous dire, des fleurs. Le mec, il vendait des fleurs. Ça faisait 20 ans qu'il était horticulteur. Et oui, sauf que cet horticulteur, chaque année, il recevait dans sa boîte, au mois de mai, il faisait des journées portes ouvertes. Sur 3 jours, ça drainait 20 000 personnes. Donc, je savais qu'en plein milieu de ma zone de chalandise, il y avait un événement de 20 000 personnes potentielles chaque année sur le secteur. Je me suis associé avec cette personne. Cette personne, chaque année, je lui payais toute sa communication. Donc, potentiellement, 20 000, je lui faisais, je crois, 40 000 flyers. C'était un truc de fou. Avec ma pub dessus, que je ne boitais pas, bien entendu, puisque c'était eux qui les boitaient. Vous imaginez 40 000 flyers dont je n'avais même pas besoin de boiter, avec ma pub dessus. Ils mettaient aussi des pubs dans le journal, avec ma pub dessus. Je venais faire des discours pendant l'événement. Et une année, j'ai organisé carrément une tombola à cet événement. Évidemment, les gens, pour pouvoir participer à la tombola, ils devaient remplir un bulletin. Alors, il ne faut pas oublier la petite case, hein, comme quoi ils nous autorisent à utiliser après, qui consent au fait qu'après on utilise leurs données à des fins de commerciales. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il faut leur autorisation. Donc, du coup, j'ai fait la tombola. J'avais une poche, mais s'il n'y avait pas 2000 bulletins, qu'est-ce que j'ai fait? Ces 2000 contacts, ce sont des leads. Je les ai rentrés dans le logiciel. Et j'ai envoyé du contenu, en fait. Alors, merci d'avoir participé à la tombola dans un premier temps. Et après, de temps en temps, j'envoyais du contenu. Et j'habituais ces leads, en fait, à ma présence. Ce qui était inévitablement, au bout d'un moment, une source de contact. Donc, c'est très intéressant. Et là, j'ai associé le terrain. J'ai associé un événement local à un événement, à du digital. C'est pareil, j'ai fait plein d'afterwork avec des professionnels locaux. J'ai même créé un club d'entrepreneurs comme le BNI, où on était 35 entrepreneurs à un moment donné, quasiment, à s'échanger des affaires. Donc là, on était aussi dans le relationnel. Des afterwork. La création d'événements aussi, c'est très important parce qu'en prospection physique, vous touchez beaucoup de personnes en même temps. Ça peut être des afterwork, ça peut être des journées portes ouvertes sur l'immobilier. Vous associez avec des événements comme je l'ai fait avec
dans l'exemple précis, l'horticulteur. Voilà, vous avez plein d'idées pour pouvoir vous associer à des événements ou en créer, c'est encore plus fort. Et là, vous communiquez pareil sur les réseaux dans le dur. Donc, vous associez le terrain au digital. Et c'est d'une puissance assez intéressante puisque du coup, vous êtes présent en ligne et sur le terrain, en fait. Et en janvier, au sein du réseau Expert Ilmo, on va faire un coaching entier de 2 heures au moins sur le marketing digital. Et là, on va parler par contre que du digital. Parce que le digital, c'est extrêmement technique. Voilà. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Il y a eu pas mal d'informations aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Tu peux remettre le tableau. Alors, voilà, il est là. Je rebondis juste sur un dernier truc. C'est important aussi parce que je sais qu'il y a des agents du réseau là dans le... Oh, excusez-moi, je commence à fatiguer. Il y a aussi des agents du réseau dans l'audience, donc c'est pour vous dire qu'effectivement, Expert Imo peut aider, on parlait tout à l'heure du sponsoring, certains événements, parce qu'Expert Imo est un des rares réseaux aussi proches de leurs agents. Moi, je suis joueur d'échecs, j'ai joué à haut niveau il y a quelques années. J'avais arrêté le haut niveau quand je me suis mis dans l'immobilier. Et du coup, en 2023, on organise. C'est aussi pour vous montrer, pour vous montrer le tunnel de vente, en fait. C'est ce qu'on peut faire avec le tunnel de vente. Il y a une petite connotation immobilière, puisqu'il y a aussi une partie sponsoring ou Expert Imo, pour le coup, et sponsor. Et du coup, j'organise le Festival international du jeu d'échecs à Montcalm, là où j'habite. Donc, c'est un événement qui va réunir les meilleurs joueurs français et européens en termes d'échecs. Voilà. Je peux vous montrer la fiche d'ailleurs. La fiche, elle est là. Voilà. C'est un gros événement, voilà, on a vu une affiche, tout ça. Festival international à Montcalm. Voilà. C'est pour vous dire, il y a Étienne Bacrot qui est 8 fois champion de France et qui est vice-champion de France en 2022, qui est, je crois, 9e au classement, qui était 9e au classement mondial, qui est dans le livre des records parce que c'est le plus jeune grand maître international de l'histoire. Enfin, c'est un événement vraiment important dans le milieu échiquier. Et donc, je me suis servi, dont je remercie bien sûr Expert Imo, puisque Expert Imo, justement, comme c'est un très gros événement, m'a aidé dans l'organisation de cet événement, enfin, sur la partie financière. Et pour le coup, effectivement, j'ai associé aussi, alors, on déplace, mais vous pouvez, on n'est plus dans l'immobilier, mais vous pouvez associer ça à l'immobilier, c'est qu'effectivement, j'ai créé tout ce qui est effectivement page de vente pour l'événement, j'ai créé les formulaires de capture, ils peuvent même payer l'événement en ligne, ils peuvent tout faire en fait. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Etienne Bacrot, c'est lui. Ça, c'est que les grands maîtres. Voilà. Donc là, ils peuvent s'inscrire ici. Voilà. Donc là, ils vont aller sur Helloasso, tout ça, pour payer. Donc on peut faire des choses vraiment absolument fantastiques avec le logiciel, quoi. Donc c'était le mot de la fin, en fait. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, la vidéo sera certainement cet après-midi ou demain dans le groupe. Si vous avez des questions, que ce soit sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur le réseau, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon numéro dans le chat. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Confidence de Pro. Ciao, ciao les pros d'Elimo, je vous souhaite à tous une très bonne prospection.